Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme Quête de paix. Quête de paix, c'est cette émission qui vous propose les sujets d'actualité relatifs à la paix dans notre pays. Il est question à travers une thématique de promouvoir le retour à la paix sur notre territoire national. Alors aujourd'hui, dans Quête de paix, chers téléspectateurs, nous abordons la question des violences en milieu scolaire. Nous savons à quel point la situation est critique depuis le début de cette année 2020. Nous avons enregistré plusieurs cas de violence dans nos établissements scolaires et donc nous allons en parler ici sur le plateau. Nous allons présenter l'état des lieux et par ailleurs proposer des solutions pour reculer le phénomène. Alors pour ce faire, sur ce plateau, nous avons deux experts que je vais présenter. À ma gauche, le révérend Paul Pondy. Il est pasteur et par ailleurs coordonnateur à Afrique Missionnaire Sans Frontières. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation ce soir. Merci également. Je dis bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir au Cameroun, bonsoir surtout aux enfants de la rue, les enfants abandonnés, délaissés qui sont mes amis. Je les assiste de temps en temps, je les rends visite. Et puis la situation, comme vous le dites si bien, est préoccupante. Celle qui nous amène à être sur ce plateau ce soir, à s'interroger davantage, parce que c'est vraiment devenu une problématique, c'est trop grave, c'est alarmant. Il faudrait qu'on essaye de revoir comment c'est arrivé jusqu'à ce niveau de décrépitude. Donc nous allons essayer de voir d'où le mal vient, d'où le mal provient, parce qu'il provient de quelque part. Et ce sera avec votre contribution, révérend. Merci. Et à ma droite, nous avons le révérend Jomo Kulan Christian. Il est pasteur à l'église évangélique du Cameroun, par ailleurs directeur exécutif du département de la jeunesse à l'église, au Conseil des églises protestantes du Cameroun. Merci, pasteur, et bienvenue sur notre plateau. Merci Estelle, c'est moi qui vous remercie. Vous m'accordez le privilège de traiter d'une thématique qui est très importante avec tout ce qu'on observe comme comportement violent dans la société camerounaise en général, mais aussi au niveau des établissements scolaires, comme c'est le cas ces derniers temps. Je crois que nous allons essayer d'apporter notre contribution pour voir dans quelle mesure ceux qui ont la charge, pour ceux qui ont des compétences à certains niveaux, d'apporter le changement au regard de la situation qui prévaut. Donc, merci de nous avoir invités et bonsoir à toutes les familles qui sont victimes de ces violences, les enseignants, les élèves et autres. Alors, nous allons aller directement dans le vif du sujet, comme je l'annonçais déjà tout à l'heure. Aujourd'hui, dans Quête de paix, chers téléspectateurs, nous allons parler des violences en milieu scolaire. On se rappelle que le 14 janvier 2020, un cas très dangereux a été enregistré du côté du lycée de Nkolbison. Il s'agit d'un incident macabre. Un élève de classe de 4e a poignardé à mort son enseignant de mathématiques, selon des témoignages du bourreau. L'incident s'est produit suite à un refus d'obtempérer de la part de l'élève, suite à des consignes qui lui ont été données par son enseignant. Et il y a également cette situation du côté du lycée bilingue d'Obala, où un élève a coupé le doigt de son camarade avec une machette. Selon des témoignages également de ce côté, c'était suite à un incident, à une dispute entre les deux élèves. Et donc, le premier a marché dessus son camarade de manière inconsciente. Et donc, l'autre lui a coupé le doigt à travers, grâce à une machette. Voilà. Et donc, il y a également bien d'autres cas comme ça qui ont été enregistrés sur l'étendue du territoire depuis le début de l'année 2020. Avant de débattre, avant de donner plus de détails sur ce sujet sur notre plateau, nous allons vous proposer un reportage qui revient sur les différents cas qui ont été enregistrés depuis le début de cette année 2020 sur notre territoire. Regardons ensemble. Que se passe-t-il dans nos établissements scolaires? Depuis le début de cette année 2020, plusieurs cas d'agression, voire d'assassinat, ont été enregistrés. Il y a 7 incidents relatifs à l'enseignant de mathématiques au lycée de Nkolbison à Yaoundé,
poignardé à mort par son élève en classe de 4e, le drame de mardi soir à Mbalmayo, où une jeune étudiante de 18 ans, élève en 3e section anglophone au lycée bilingue, aurait poignardé son petit ami âgé de 22 ans pour une histoire de jalousie. Aussi, le cas du lycée bilingue d'Obala, où un élève a coupé le doigt de son camarade suite à une dispute pendant les Jeux. Un état des choses ô combien alarmant qui ne laisse personne indifférent. Oui, première réaction, c'est que le psychologue que je suis n'est pas surprise. Vraiment pas surprise parce que c'est simplement une conséquence de tout ce que nous vivons en ce moment dans notre société. Dans cette société où on ne respecte plus rien, dans cette société où tout le monde peut faire ce qu'il veut, dans cette société en perte de valeur, dans cette société où il n'y a plus d'interdit, dans cette société de démission parentale, dans cette société où personne ne dit rien quand le mal se fait, on ne peut arriver qu'à cela. Dans nos établissements scolaires, pourtant, il existe des mesures de sécurité. Certains font des fouilles nettes à l'entrée, d'autres dans les salles de classe, encore qu'il existe des règles sécuritaires dans chaque établissement. Quand l'école n'est faite que de règles, vous voyez, un enfant qui n'est pas habitué à respecter la règle, lorsqu'il va à l'école où il n'y a que des règles, il va se buter. Il va se buter. Alors on a ce cas de cet enfant de 17 ans qui est en 4e, c'est déjà un problème. Je pense qu'à l'établissement, on aurait déjà dû comprendre que c'est un enfant à problème. Et apparemment, c'est un récidiviste. Ça signifie que c'est un enfant, s'il est admis à l'école, on doit déjà considérer qu'il est quand même un cas particulier. Et puis, c'est un enfant, on parle d'avoir été puni depuis le mois de septembre. Comment ça se fait qu'un enfant soit puni pour 3 mois? Est-ce que c'était une exclusion définitive? Qu'est-ce que les autorités de l'école ont fait pour... Parce qu'on punit un enfant pour un temps, mais si un enfant de 17 ans, qui est en 4e, se trouve puni aussi longtemps, à un moment, il pense qu'il n'a rien à perdre et il peut faire n'importe quoi. Des questions se posent cependant, celle de savoir si la sécurité dans les établissements scolaires est effective. Si oui, comment se fait-il donc que les élèves se retrouvent avec des poignards et autres armes blanches au sein des établissements? Des questionnements qui invitent les responsables des écoles à redoubler de vigilance pour une meilleure sécurité dans nos lycées et collèges. Voilà, c'était donc un reportage sur les différents cas de violence que nous avons enregistrés depuis le début de l'année 2020 dans nos établissements scolaires. Et sur cette question, je vais directement me diriger vers vous, révérend Paul Pondy. Alors, dites-nous, que vous inspire, quels commentaires vous inspirent ces différents cas de violence dans nos établissements scolaires, révérend? Oui, merci, madame la journaliste. Il y a ici quelque chose qu'on doit dire. On doit dire clairement qu'il y a échec quelque part. Et l'échec provient d'où exactement? L'échec provient de la cellule familiale. La cellule familiale qui est composée de 2 personnes, ou bien 2 personnages, l'homme et la femme. Selon Dieu, dans les normes basiques de Dieu, l'homme doit être le chef de la famille. Et la femme doit être soumise à son mari. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Dieu dit que l'homme est le chef de la famille, ça veut dire que c'est l'homme qui est le porteur de la vision familiale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il se trouve aujourd'hui qu'il y a, au sein des familles, nous parlons aussi, c'est pas parce que nous arrivons à ce stade de décrépitude, de déflagration. On constate que la cellule familiale a échoué parce que le porteur de vision, l'homme, donne un discours, il fait des assises familiales au sein de sa famille, il dit voici la conduite à tenir. Quand il sort de la maison, la femme tient un autre discours. Il y a déjà un enchevêtrement au niveau des enfants. C'est-à-dire qu'il y a le discours du père, il y a le discours de la maman. Quel discours il faut suivre? Je vous parle en tant que véritablement spécialiste, expert dans la question familiale, parce que c'est des cas que nous traitons tout le temps. Moi-même, j'ai été victime au sein de ma propre famille. C'est-à-dire que vous donnez une directive, la maman reste donner une autre directive aux enfants, et comme la maman est plus avec les enfants, et elle crée, certaines mamans, pas toutes, mais la plupart de ce qui arrive, c'est parce qu'il y a 2 discours au sein d'une famille.
Et c'est de là que l'échec que nous constatons aujourd'hui provient. C'est-à-dire que le père a fixé un cap pour ses enfants et la maman dit non, ce n'est pas le cas, faites plutôt ceci. Et vous voyez donc que quand le parent est découragé, certains, ils se retrouvent dans les bars pour ingurgiter les alcools, ils démissionnent carrément parce que la femme ne suit pas. Or que qu'est-ce que Dieu demande à la femme? C'est-à-dire que les femmes, parce que c'est une adresse à la gente féminine, vous êtes les mamans de l'humanité. Vraiment, vous avez une très grande responsabilité dans ce qui est en train d'arriver. Quand le papa donne son discours, vous restez avec le reste de vos enfants à la maison. Dites simplement aux enfants, faites ce que votre papa demande que chacun de vous fasse. C'est ça, le discours de la maman n'est même pas compliqué. Faites ce que votre papa demande à chacun. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce à dire que le problème vient de la femme oui, ou alors d'une incompétence? Le problème vient de la famille. Parce que quand il y a déjà crise au niveau de la famille, vous voyez, quand le papa donne des directives qui ne sont pas suivies, lui-même il se décourage. Il va se chercher ailleurs. Certains dans des alcools, certains je ne sais pas où, chez les femmes. Donc, il démissionne de sa famille. Maintenant, et ça crée quoi? C'est-à-dire que la femme réussit à inculquer une autre notion aux enfants. Votre père vous déteste. Et c'est moi qui vous aime. Et c'est le discours qui est approprié, qui passe beaucoup sur le marché. C'est-à-dire que, je vous cite une anecdote personnelle. C'est-à-dire que ma fille, elle faisait classe, je crois, de seconde. Et puis, elle avait fait une fugue. Elle est très jeune, soit 14 ans, puisqu'elle a eu le bac à 16 ans. J'ai décidé de raser sa tête, ses cheveux, de couper ses cheveux. Sa maman s'est opposée. Elle était au lycée bilingue d'application là-bas. Elle est même allée jusqu'à insulter les surveillants généraux de là-bas que non, on ne peut pas maltraiter sa fille, patati patata. Et plus encore, c'est-à-dire qu'elle est allée jusqu'à amener l'enfant, puisque c'est moi qui avais fait le passeport pour l'enfant, il devait aller en Europe. Elle a envoyé sa fille voler le passeport, comme si moi j'étais contre, c'est moi qui fais le passeport de ma fille, mais elle amène la fille à comprendre que je suis même contre son voyage. Elle a volé le passeport dans mon sac, et aujourd'hui elle se retrouve heureusement quand même en Europe, et puis elle continue bien, et c'est la bénédiction que nous avons libérée par rapport à son éducation, qui continue à la suivre. Mais je vous dis, dans la plupart des cas c'est ça, c'est-à-dire il y a deux discours. Et les mamans, donc, sont plus rapprochées des enfants, et c'est leur discours qui passe. Elles réussissent à mettre dans la tête, inculquer dans la tête de leurs enfants que votre papa vous déteste, c'est moi qui vous aime. Et les enfants s'allient à ce discours-là, et ça crée ce que ça crée. Parce que quand un enfant comme celui-ci, vous voyez, classe de 4e, 17 ans, c'est inadmissible. Déjà, il y a un retard qu'on ne peut pas expliquer. Ça veut dire qu'il ne suit pas normalement les cours. Il y a quelque chose qui a déjà échoué quelque part. Et je me pose la question. On leur a dit que les couteaux sont déjà, je ne sais pas, c'est une discipline à l'école ou bien on doit utiliser les couteaux pour une matière. Moi, je ne sais pas, parce que c'est partout comme ça maintenant. Donc, on constate effectivement que il y a échec quelque part. Et je vous dis, ça provient de la Bible, parce que quand vous constatez, au niveau de la Bible, il y a eu quelque chose qui s'était passé, quelque part, deux frères, Caïn et Abel. Dieu avait agréé l'offrande d'Abel, et Caïn était jaloux de son frère, il est parti le tuer avec le couteau. Et effectivement, donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça. Il faut tirer des origines. Et maintenant, la cellule familiale donc qui se crée doit être suivie selon les règles du chef de la famille. C'est-à-dire que la femme ne doit dire que ce que l'homme dit, et la famille réussit. Mais si ce n'est pas le cas, il y a un enchevêtrement, il y a deux discours, et puis c'est l'échec total. Est-ce à dire que seul l'homme dans la famille peut amener les enfants à comprendre certaines choses, pasteur? Est-ce que ce n'est que le père qui a la solution au problème pour ce qui est de l'éducation des enfants? Non, c'est-à-dire que le père fixe la vision, c'est-à-dire donne la vision, et puis la maman implémente la vision du père. C'est ça la réussite familiale. Pas que la vision du père est fausse,
Et puis, moi, je donne une autre vision. C'est ça qui crée tout le désordre que nous constatons au sein des familles. C'est-à-dire que le discours du papa est faux, je vous donne le niveau du discours et les enfants adhèrent au discours de la maman. Et c'est l'échec total. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue, une Un entente, dialogue permanent, famille, un dialogue permanent et sincère. Moi, je me pose la question aujourd'hui au sein des familles, est-ce qu'on oblige les gens de se marier? On se marie par amour. Si vous ne voulez pas vous marier, ne vous mariez pas. Mais quand vous vous mariez, et puis au sein du couple familial déjà, c'est comme si c'est la guerre. La mère est de son côté, le papa est de son côté, ils divisent les enfants. Les enfants certains sont pour le père, certains sont... Non, ça ne peut pas donner. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons. C'est ça qui amène à ce niveau de décrépitude. D'accord, on comprend avec vous que le problème, la source du problème, c'est au niveau de la famille. C'est la famille, la source du mal. D'accord, je viens vers vous à présent, révérend Njomo. Alors, dis-nous comment comprendre ces comportements odieux que nous observons dans nos établissements scolaires depuis quelques jours, révérend. Oui, il faut le dire, Estelle. Je veux d'abord faire une remarque par rapport à ce que le révérend Pondy vient de dire. Et vous avez bien fait de relever qu'il ne revient pas seulement à l'homme, à la femme, la faute de la déliquescence d'un enfant. En réalité, ce qu'il a relevé donne de comprendre que s'il y a crise dans une famille entre le père et la mère, il est possible qu'il y ait une répercussion sur le comportement de l'enfant. Mais on ne peut pas faire porter la responsabilité de l'échec de l'enfant à la mère seule. Parce que dans la famille, même si le père est la tête, c'est-à-dire le képhalé en grec, il est celui qui porte la vision de la famille, une vision concertée avec l'épouse, dans le cadre de l'encadrement des enfants et même pour leur projet personnel de couple. Mais ce qui peut justifier les actes de violence aujourd'hui, c'est la tolérance qu'on observe au niveau de la cellule familiale, qui est la plus petite unité de la société, mais aussi on comprend qu'il y a la tolérance de ceux qui nous gouvernent sur des comportements parfois, disons, des comportements qui sont proscrits dans la société. Par exemple, au niveau du gouvernement, s'il y a quelque chose à dire, il faut qu'on respecte la réglementation en vigueur. Les textes qui régissent l'établissement des débits de boissons dans le pays est clair. À l'article 14, on ne peut pas mettre des bars et autres à moins de 200 mètres d'un établissement scolaire. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les bars sont tout près des établissements scolaires. Et cela pousse les élèves, lorsqu'ils sont soit à la pause, ou alors pour ceux qui viennent en retard, à fréquenter ces débits de boissons et à s'initier à la prise de l'alcool. Si ils n'ont même pas été initiés dès l'enfance à la maison. Et la faute à qui? La faute au gouvernement, révérend? Bon, la faute est d'abord aux parents, parce que c'est aux parents d'encadrer l'enfant. La Bible dit dans Proverbe 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera devenu grand, il ne s'en détournera pas. » Et la voie que l'enfant doit suivre, c'est la crainte de Dieu. Et qui dit crainte de Dieu suppose l'obéissance à la parole de Dieu, qui veut qu'on marche comme Dieu veut. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Donc, si déjà les parents n'inculquent pas aux enfants la crainte de Dieu, il est bien possible que pendant qu'ils grandissent, avec l'environnement, au contact des autres enfants qui n'ont peut-être pas l'encadrement chrétien, qu'ils se retrouvent en train de copier leur comportement et de manifester des comportements aussi déviants. Et donc, on doit faire recours à Dieu. Révérend, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre, qu'il faut prier, il faut enseigner la parole de Dieu aux enfants pour qu'ils puissent comprendre quelles sont les limites dans la société. Oui, il faut le dire. La parole de Dieu est claire. Jésus lui-même dit « Laissez venir à moi les petits-enfants parce que le royaume des cieux est pour leurs semblables. » En fait, pour ceux qui leur ressemblent. Et le plan de Dieu, c'est en général le bonheur de l'homme. Et l'homme passe par l'enfance, bien sûr. C'est dit qu'il est important pour les parents de montrer aux enfants comment on doit se comporter dans la cellule familiale et même en société. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux,
avec les médias, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui font que, en l'absence des parents, par exemple, les enfants apprennent d'autres choses. Vous voyez, on tolère, par exemple, que des images obscènes passent dans nos chaînes de télévision. On tolère des musiques mondaines qui exposent, par exemple, les femmes, les parties du corps des femmes et autres, et les enfants ont tendance à copier de tels comportements. Et pire encore, lorsqu'ils vont dans les établissements scolaires. Mais quand les enfants s'apprêtent pour la célébration de la fête de Noël et que les institutrices ne mettent que des musiques qui sont d'un caractère vraiment obscène, vous comprenez qu'on inculque déjà à l'enfant, dès le bas âge, des comportements qui ne sont pas bien. Et vous savez quelle est l'influence que l'enseignant a sur l'enfant. Autrefois, quand les parents n'arrivaient plus à dresser ou à orienter un enfant sur le plan du comportement, ils faisaient recours à l'enseignant, parce que l'enfant croit l'enseignant. Mais si c'est l'enseignant qui présente des comportements aussi déviants, déjà à partir de la musique, à partir des mouvements ou de la gestuelle, de la danse à l'école, vous comprenez qu'on est vraiment en train de perdre des valeurs que nos parents ont eues par le passé. Bon, pour nous résumer, la violence est le fait déjà de l'échec des parents au niveau de la cellule familiale, parce que les parents sont très absents, peut-être à cause du travail, et c'est les ménagères qui inculquent les comportements ou les orientations de vie aux enfants. C'est la télévision qui est le modèle des enfants. Et après la cellule familiale, on a les établissements scolaires où les responsables tolèrent certains comportements de la part des instituteurs et autres. Et au niveau de la responsabilité, on peut parler de la responsabilité du gouvernement qui lui aussi tolère, ne respecte pas le règlement que lui-même s'est donné dans les textes. C'est ce qui peut justifier l'escalade de la violence. Donc, il y a la société, il y a également au niveau des enseignants, les parents. Chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire, révérend. Oui. Alors, révérend... Oui, je vais redire ce que j'ai bien dit, parce que je ne voudrais pas que mes propos ne soient pas bien compris. Mes propos ne soient pas bien compris ou bien mal interprétés. J'ai dit que la femme doit implémenter la vision que le père donne. C'est-à-dire le père est le chef de la famille. C'est la volonté de Dieu comme ça. Ce n'est pas qu'on ne peut... On doit se concerter, certes, mais on travaille dans la vision que le père a donnée, fixée pour chacun de ses enfants. C'est parce que le père reçoit quelque chose, quel que soit, qu'il soit pasteur ou un homme ordinaire, un homme simple, il reçoit quelque chose pour chacun de ses enfants. Et quand la complaisance entre, c'est-à-dire il y a certains parents complaisants également, qui commencent à jouer avec cette orientation qu'ils doivent donner à leurs enfants, ça crée au sein de la cellule familiale déjà un mal-être. Un mal-être qui va donc amener, pour la suite de temps, l'enfant a commencé à être soit désobéissant, c'est-à-dire que je ne dis pas que la faute retombe sur la tête de la femme seule. Non, je dis d'abord que le papa démissionne quand sa vision n'est pas suivie. C'est ça. Dès qu'il démissionne, non, toute la charge repose maintenant sur les épaules de la maman. Elle ne peut pas gérer tout ça seule. C'est pour ça que vous allez voir un enfant, au lieu de mettre les bics, les crayons dans le sac, c'est les couteaux qu'il va mettre. Et on va demander où était son père. Peut-être son père était au bar. Peut-être son père même, il ne se salue même pas. Vous savez que dans les maisons, l'enfant sort, il va même soi-disant à l'école le matin, il ne dit pas bonjour à son père. Ah, oui. Vous savez ça? Donc, c'est les cas que nous rencontrons tous. Ils ne se saluent même pas. Comment ils vont communiquer? Donc, il y a démission. Mais il y a démission parce qu'il y a eu quelque part quelque chose qui n'a pas été respecté. C'est-à-dire que la vision qu'il a voulu donner, le conseil qu'il a donné à son fils, son fils l'a envoyé balader. Il dit non, moi je ne fais pas ça, papa, je ne suis pas ça. Et la maman dit non, laisse mon fils tranquille. Ah oui, c'est deux discours, c'est ce que nous disons, c'est trop grave. Il faut prendre ça très au sérieux. C'est-à-dire, dès qu'il y a deux discours, l'enfant est en ballottage.
Donc les parents doivent donc pouvoir s'entendre, oui, dialoguer, s'entendre, et puis trouver être sincères. Les parents, c'est pour ça que j'ai dit que est-ce qu'on oblige aux gens de se marier? Vous connaissez, faites un tour au niveau de la justice, le nombre de divorces qu'il y a eu en 2019. Mais on fête les vendredis, mais après 6 mois, c'est les divorces. Parce que on se marie maintenant, certaines femmes vont en mariage pour le bien-être de leur famille. Est-ce que tu peux garder ma maman? Est-ce que tu peux... Non, on ne se marie pas pour ça. Donc il faut revoir un peu tout ce système. Qu'est-ce qui t'amène à te marier? Est-ce que tu te maries selon la volonté de Dieu, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair? Comment une personne donc qui est présentée en deux parce que vous formez une personne, vous donnez déjà des discours différents à votre progéniture, à vous. Mais c'est pas possible. C'est là où tout le mal commence. Je vous dis que c'est même trop grave. Dès lors qu'il y aura un seul discours au sein de la cellule familiale, pour chacun des enfants, la paix reviendra. Vous ne retrouverez plus des couteaux dans les sacs, vous retrouverez les bics, les crayons, les gommes et les ardoises. D'accord, révérend, on comprend qu'on doit revoir les comportements dans les familles. Oui, il faut qu'il y ait un dialogue c'est ça la base. entre les parents et puis les enfants. La base, c'est là. D'accord, on l'a compris, révérend. Alors, je reviens vers vous, révérend Njomo. On constate que cette tendance des violences en milieu scolaire va croissant de manière exponentielle dans nos établissements scolaires depuis le début de l'année 2020, avec l'entrée de la consommation des substances illicites telles que les drogues. Nous observons dans nos établissements scolaires. Alors, comment, selon vous, cette consommation peut favoriser le développement de ces actes odieux qu'on observe dans nos établissements, révérend? Ok, merci. Vous avez parlé de drogue, de stupéfiants. Nous avons dans notre paroisse à Colbuisson, paroisse d'Oyomaban, en décembre dernier, invité la commission de sécurité, de sécurisation des établissements scolaires et universitaires, une institution créée par le chef de l'État il y a quelques années, justement pour combattre les fléaux de cette nature dans les établissements scolaires et universitaires. Alors, quand on consomme la drogue, on entre automatiquement dans un état second, ce qui fait que l'individu n'est plus normal lorsqu'il veut poser un acte. C'est ce qui peut justifier que la drogue conduise à un comportement violent. Mais la question, je crois qu'il faut poser, c'est celle de savoir qu'est-ce qui a poussé l'enfant à consommer la drogue? Et déjà même, où est-ce qu'il prend cette drogue? On constate aujourd'hui que ce soit à travers des bonbons, de l'eau et bien d'autres choses, non loin des établissements scolaires, on retrouve ces différents types de drogues. On se demande comment l'enfant a accès à cela. Et lorsque vous vous renseignez auprès de ces jeunes qui consomment la drogue, puisque nous en recevons dans nos bureaux, il y a des différents prix. Il y en a qui sont accessibles à 100 francs, 200, et quand vous voulez le haut niveau, c'est 2000 et autres. Vraiment, c'est une situation compliquée. Ce sont ces jeunes-là qui vous donnent les prix, révérend. Oui, ils nous donnent les prix. Ils nous disent même parfois qui est leur fournisseur. Ils nous disent. Et généralement, vous vous rendrez compte que le circuit est très compliqué. Et si vous poussez loin, vous verrez que les autorités y sont pour quelque chose. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez, Oui, je pense effectivement la responsabilité au niveau de l'État, des autorités qui sont en charge de la question éducative, est également vraiment forte. Elle est lourde. Et quelque part, il y a également des missions quelque part. Parce que quand vous retrouvez une salle avec 150 élèves, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Eux-mêmes qui dirigent, est-ce qu'ils ont fréquenté dans les mêmes conditions? 150 élèves dans une classe. Vous voulez que le professeur enseigne quoi? Et qu'il enseigne quoi? C'est pas possible. Donc il faut revoir, il faudrait que chacun reprenne vraiment le taureau par les cornes et qu'il reconnaisse chacun à son niveau ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas être 150 dans une classe et chercher à réussir. On va chercher à faire autre chose. Moi, je me souviens, j'avais un grand professeur d'anglais que j'aimais seul.
Quand il entrait pour nous dispenser son cours, j'étais très content. Mais il y avait dans la classe des désordonnés qui s'asseyaient au dernier banc et qui essayaient de déranger son cours. Il tapait sur les bancs, il voulait pas l'anglais. C'est comme ça. Mais à notre époque, on respectait quand même les enseignants. L'enseignant peut venir, il t'insulte, il fait quoi, n'importe quoi, tu ne réponds pas. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'ils sont préparés à la base pour la guerre. On ne part donc pas en guerre pour l'éducation, pour la science, pour être éduqué. On part à la quête de la connaissance, la quête de l'excellence. C'est ça l'école. Et pour arriver à ces résultats, il faut d'abord le nombre réduit dans les salles de classe, l'effectif. Parce que quand vous avez, par exemple, 50 élèves dans une salle de classe, on peut les contrôler. C'est gérable. Mais quand vous avez 150 et d'autres assis à main le sol, vous arrivez quelque part, vous demandez un table-banc pour votre élève, pour votre enfant. Et vous constatez que votre enfant n'est même pas assis sur ce banc. Vous achetez le banc. Je me souviens une fois, j'avais acheté le banc au lycée bilingue d'Essence. Moi, j'aime citer parce que je ne cache pas ce que je fais. J'ai acheté un banc, mais quand je rentre retrouver ma fille, elle n'était même pas assise. Elle n'était pas assise. Bon, j'avais acheté pourtant le banc. Donc, il y a des choses comme ça. Il fallait trouver une solution absolument. Il faut retrouver des solutions. Il y a des défaillances à tous les niveaux, mais j'ai indiqué là où l'échec part. Parce que quand l'enfant est bien éduqué, bien qu'il y ait des insuffisances qu'il rencontre dans son chemin, il reste zen, il reste sérieux, il reste conscient, il sait que je m'en vais pour étudier, je ne m'amuse pas avec mon étude, je ne m'en vais pas pour fumer la drogue. Aujourd'hui, nous sommes des pasteurs parce que moi, quand mon père arrivait, bien sûr, il était de la police, oui. Moi, on entrait sous les lits. On entrait sous les lits parce que c'est ce qui nous a inculqué. Je ne pouvais pas. Un professeur m'insultait. Une fois, je vous conte une anecdote. Moi, je ne savais pas qu'on m'avait envoyé une chaussure de l'Europe avec les personnes que j'ai là-bas. Oui. Moi, je suis allé avec ça à l'école. Je ne savais pas qu'elle coûtait cher. Mais le professeur a donné son cours effectivement de mathématiques, M. Kenyé, 2 heures de temps. Il ne faisait que m'insulter. Voilà, le citoyen Pondi, il m'appelait comme ça. Il vient à l'école avec une chaussure de 60 000 francs. Ah bon, moi, c'est lui qui m'indiquait que la chaussure que je portais coûtait 60 000. Moi, je ne connaissais même pas le prix de la chaussure. Donc, quand vous êtes un enfant bien élevé, bien éduqué, vous ne répondez pas au professeur. Justement. Et vous n'avez pas répondu. Non, pas du tout, pas du tout. Okay. Ça, je ne m'occupais même pas de ça. Je m'occupais de ce que je cherchais. Mais j'ai retenu quand même, l'un des professeurs qui m'a marqué, j'ai retenu son nom parce que je ne retenais même pas le nom de mes professeurs. Je m'occupais de l'essentiel. Je ne m'occupe pas des choses qui ne me sont pas utiles. Je m'occupe de ce qui est essentiel pour moi, de ce qui est utile. Donc, ce professeur, il m'a marqué parce que non seulement il m'insultait, mais il m'a amené même à beaucoup travailler. Et puis, j'ai retenu au moins quand même son nom. Très bien, révérend. Très bien, merci. Merci, révérend. Alors, à présent, chers messieurs, nous allons nous questionner sur la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire. Et on va particulièrement parler des parents. Vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure. Eux qui ont une grande responsabilité, notamment sur l'éducation de leurs enfants. Et avant de parler de cette question avec plus de détails sur le plateau, nous allons vous proposer un élément qui sera signé par Imelda Wafak et qui va nous parler du rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants et puis relativement aux violences en milieu scolaire. Regardons ensemble. Dans certains établissements scolaires au Cameroun, les enseignants optent pour la bastonnade et toute autre forme de violence lorsqu'il faut corriger les élèves. Une méthode jugée excessive selon certains parents. De toute façon, si ça ne dépend que de moi, c'était mieux, au lieu de fouetter les enfants, c'était mieux de trouver peut-être d'autres solutions. Je peux me permettre, ça sera mieux, la punition sera mieux pour moi personnellement que de fouetter sur les enfants. Si un enfant commet une bêtise et que si l'enseignant ne peut pas gérer, c'est mieux de faire appel aux parents des élèves. Au vu des conséquences liées à la bastonnade infligée aux élèves dans les établissements scolaires, bon nombre de parents sont sceptiques relativement à la sécurité de leurs enfants. De leurs avis, l'école est un lieu par excellence d'éducation et non pas de torture. Quand on envoie les enfants à l'école, c'est pour étudier, c'est pas pour qu'on exerce la violence vers eux. Le parent, avant d'être enseignant, tu es parent, tu n'as pas le droit d'exercer la violence aux enfants. Il faut protéger les enfants, il faut les éduquer. Peu importe la situation que l'enfant a. Les violences faites aux enfants dans nos établissements scolaires représentent donc une défectuosité pour les parents d'élèves
Ces derniers tiennent au bien-être, mieux à la vie de leurs enfants. De ce fait, ils invitent les enseignants à faire preuve d'humanisme en mettant de côté toutes les formes de violence. Voilà, retour sur le plateau. C'était donc un reportage sur le comportement et puis l'éducation des parents vis-à-vis de leurs enfants et puis également dans les établissements scolaires. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Comment éduquer les enfants de la part des parents? Alors, je vais revenir vers vous sur le plateau, révérend Njomo. Alors, le rôle des parents dans l'éducation des enfants, certains pointent du doigt le relâchement des parents. Il y en a qui disent même qu'ils doivent être assis, cités sur le banc des accusés. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue-là? Vous l'avez vu tout à l'heure dans le reportage, comme moi, cette dame qui estime qu'on ne devrait pas bastonner les enfants lorsqu'ils vont à l'école, même s'ils ont des comportements qui ne sied pas au règlement intérieur de l'établissement. Peut-être le terme bastonnade est très fort, mais il faudrait qu'on arrive à définir des punitions qui permettent à l'enfant de prendre conscience de ce qu'il a fait n'est pas bon. La Bible, Dieu est clair dans sa parole. Il demande de ne pas éloigner la verge de l'enfant. Effectivement. Il dit quiconque, celui qui châtie, c'est celui qui aime. Lorsqu'on châtie un enfant, c'est pour lui donner de comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Il ne faudrait peut-être pas être excessif. Oui. Si la fonction motivationnelle est importante pour que l'enfant produise un rendement meilleur à l'école, la fonction punitive a également sa place. Il faut tout simplement voir quels sont les types de punitions qu'on peut infliger à l'enfant pour que l'objectif de le recadrer soit atteint. Oui, on va revenir sur la situation au lycée de Colbison. Dites-nous, révérend, en quoi est-ce que la responsabilité des parents est-elle engagée dans cette situation, dans ce cas? La responsabilité des parents est engagée s'il est vrai déjà que c'est un cas récidiviste, parce qu'il se dit, je ne sais pas si c'est vérifié sur les réseaux sociaux, que c'est un cas récidiviste. Oui, justement, à plusieurs reprises, cet élève a été au conseil de discipline, donc à plusieurs reprises. Là, pour un tel cas, normalement, le parent devrait prendre des dispositions pendant qu'il inscrit l'enfant au lycée pour dire à ceux qui inscrivent que cet enfant a des problèmes. J'ai des difficultés avec lui. Et si possible, nous avons parlé tout à l'heure de la commission de sécurisation des établissements scolaires et universitaires, créée par le chef de l'État. Ils sont disponibles, je crois que c'est en Kolfundu ou à Soie, pour recevoir de tels cas et les suivre en vue de les réinsérer dans le milieu scolaire et même la société. Je pense que le parent de cet enfant du lycée de Colbison n'a pas bien fait. S'il est vrai que ce cas est récidiviste, il aurait pu signaler au moment, le parent aurait pu signaler aux enseignants que l'enfant a des soucis. Voilà. Alors, révérend Paul Pondi, alors certes, dans cette situation du côté du lycée de Nkolbison, c'est un enseignant qui est victime, mais les enseignants également ont leur part de responsabilité. En quoi est-ce qu'ils peuvent contribuer au processus qui permettra de reculer ce phénomène dans nos établissements scolaires? Oui, effectivement, je le disais tantôt, les enseignants ont leur part de responsabilité dans ce qui arrive. C'est-à-dire que les enseignants ne doivent pas se prendre comme pour des bourreaux pour les élèves, pour leurs élèves. Et certains se prennent effectivement comme ça. Ils se présentent comme étant des bourreaux. Et quand ils se présentent de cette façon, l'enfant également sait que c'est la guerre qui est déclenchée. Comme c'est le cas actuellement, il prend ses dispositions pour aller véritablement dans le sens de la guerre. Et nous regrettons tout ce que nous enregistrons parce que c'est effectivement c'est ce cliché-là. C'est-à-dire certains enseignants, j'ai vu même dans ces vidéos que vous montrez, un enseignant qui se surchauffe, qui veut tabasser. Non, c'est pas comme ça. Quand l'enfant est rebelle, le collège des enseignants, vous regroupez, on prend des mesures, soit il est exclu ou bien on convoque ses parents. Mais il faut pas que l'enseignant
baisse la garde. C'est-à-dire que descendre au niveau de l'élève, ou même moins que l'élève. C'est-à-dire que comme c'est le cas actuellement, certains, on me dit, et c'est vérifiable, ils s'asseyent même avec leurs élèves, ils prennent des bières ensemble, ils font un certain nombre de choses ensemble, les élèves deviennent leurs enfants de course pour aller courtiser les filles. C'est l'élève qui est courroie de transmission. Non, ils ne doivent pas le faire. Pas du tout. Ils doivent rester en hauteur. Donc, déjà, ce qui s'est passé en Colbison, là, est regrettable, mais l'enseignant, également, a peut-être sa part de responsabilité, c'est-à-dire que même comme il est décédé, il devrait rester enseignant. C'est-à-dire que quand l'élève ne veut pas, tu signales à la direction, tu ne fais pas ton cours. On vient là-bas, le collège des surveillants, on le fait sortir, et tu continues ton cours. Tu peux prendre des mesures pour éloigner l'élève de ton cours quand il n'est pas discipliné, sans passer par l'affrontement. Ça, c'est faisable. Pas sans passer par l'affrontement. Moi, je vous cite un cas que moi, j'étais victime, c'est pas un élève récemment, mais c'est à tous les niveaux, les agressions. Je passais au marché du Fundi, quelqu'un a commencé à m'insulter parce qu'il me voit à la télévision. Il me dit, vous les pasteurs là, votre Jésus là est faux, Jésus c'est un salopard. Il me suivait en m'insultant. Mais j'ai tout fait de courir et de prendre mon taxi sans passer à l'affrontement parce que moi, on me connaît, il voulait salir mon image. Donc voilà comment les provocations. Donc on ne peut pas parler de quête de paix comme le titre de l'émission et ne pas respecter les principes basiques de la paix. Effectivement. Il y a des principes pour la paix. Il faut les rechercher. Et à tous les niveaux, quand tu es enseignant, reste en hauteur. Reste en hauteur, reste enseignant. Ne descends pas au niveau de l'élève. Ne descends pas. Tu peux lui donner des injonctions. Il n'obéit pas, il n'obtempère pas. Mais tu changes de cap. Tu vas le punir autrement. Mais quand c'est le cas où on arrive aux affrontements, et je ne sais pas, soit c'est une communication où les enfants, parce qu'on dénonce la drogue que les enfants prennent. Mais je ne sais pas si les enseignants également prennent leur part de drogue. Vous pensez pour les amener à... Vous pensez qu'ils prennent également... je me questionne. Je ne dis pas qu'ils prennent. Vous questionnez, oui, mais je me questionne parce que leur attitude, ils ne restent plus en hauteur. Ils sont descendus. Les enseignants sont descendus. Il faudrait qu'ils comprennent qu'ils sont là pour éduquer les enfants. Ils ne sont pas les bourreaux des enfants. Et quand un enseignant prend sur lui de communiquer rien que sa science à l'enseignant et que l'enfant comprenne que c'est par amour que ce monsieur veut me communiquer sa connaissance, ce qu'il a pu rassembler comme connaissance dans son parcours, il veut me donner quelque chose. Cet enfant va se discipliner. Mais quand l'enseignant vient, comme je vous parle de mon cas, il venait, citoyen Pondi, levez-vous, allez au tableau, expliquez-nous tel théorème de Pythagore. Donc, vous voyez un peu, déjà, il vous descend, il vous diminue. Si vous n'avez pas la tempérance, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, comme on disait tantôt, vous allez tomber également. C'est parfois déstabilisant. Oui, ça déstabilise complètement. Et après que soit j'ai réussi l'opération au tableau, soit j'ai échoué, toute la classe oui, c'est une honte. Oui, c'est une honte. C'est une honte, mais tu restes solennelle. Oui, tu restes dans ton humilité, tu rentres t'asseoir à ta place. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui peut respecter ce schéma. C'est un schéma très compliqué, c'est un schéma où il y a le dépouillement de soi, il faut accepter l'humiliation, il faut vraiment accepter ça. Mais beaucoup aujourd'hui, je dis au sein, je vous ai pris un exemple. C'est-à-dire que je prends une décision parce que ma fille a fugué. Je dis, je vais raser sa tête. Sa maman s'oppose. Vous voyez un peu? Elle monte à l'envers. Non, ton père te déteste. C'est moi qui vous aime. D'abord, c'est moi qui vous a supporté 9 mois dans le ventre. Alors justement, puisque vous parlez de la maman, révérend, on va revenir sur la responsabilité des parents. Alors, êtes-vous d'accord que les parents ont complètement abdiqué ici? Oui, effectivement, certains malheureusement, ont effectivement jeté l'éponge. Et ils laissent que l'enfant soit maître de tout. L'enfant décide comme il veut. Il décide le choix de ses habits. Aujourd'hui, vous voyez les enfants, tu te demandes s'il sort devant son père et sa mère. Le pantalon est en bas là-bas. Les fesses sont, excusez le terme, complètement dehors. Il n'y a même pas le sous-vêtement en bas. Et c'est un garçon, hein. Et ce que nous déplorons comme les phénomènes d'homosexualité. Mais c'est de là que tout part. Mais comment un enfant garçon, ce qui n'a jamais existé, il met le pantalon, il n'y a pas de ceinture. Et on constate qu'il n'y a même pas un sous-vêtement là-bas en bas. Mais il monte ses fesses. Il sort d'où? Il ne dort pas dehors, il dort dans une maison. Son père est où? Sa maman est où? Pour qu'il se comporte comme ça? Est-ce que c'est le professeur qui pourra changer ça?
Je vois des filles aller en pantalon. Il y a des tenues maintenant mixtes. C'est-à-dire la fille est libre de porter le pantalon et met sa tenue en pantalon. Oh, qu'il y a des jupes. La Bible que nous enseignons demande à la femme de s'habiller décemment. Quand tu fermes véritablement les parties visibles de ton corps, comme disait le collègue maintenant, c'est-à-dire que normalement, tu es une princesse de l'Éternel, une princesse de Dieu, quelque chose de trop grand. Donc vous pensez que le vestimentaire également impacte sur le comportement d'un élève dans un établissement? Et énormément. Le vestimentaire a une place de choix dans la vie d'un homme. Je dis bien on dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par son habit. D'accord. Alors, révérend Jomo, on se souvient qu'en 2006, l'ancien ministre des enseignements secondaires, Louis Bapès, de regretter mémoire, avait pris des mesures visant à prévenir ce phénomène. Et aujourd'hui, on constate que le phénomène va croissant. On en parle toujours aujourd'hui. Alors, quel peut être l'apport du gouvernement, de l'État dans cette question, sur cette question, révérend? Je l'ai relevé tout à l'heure. Il y a déjà un effort du gouvernement à travers la commission de sécurisation de pallier le problème de la délinquance ou de la violence dans les établissements scolaires. Alors, le gouvernement gagnerait aussi à revoir la condition de l'enseignant. C'est très important parce que l'enseignant aujourd'hui est très abandonné. Pourtant, tous nous passons par eux. Quelle que soit la responsabilité que nous occupons, quels que soient les postes que nous avons été à l'école et ce sont ces enseignants qui nous ont inculqué les connaissances. Alors, le gouvernement aussi pourrait, sur le plan de la sécurité, mettre des caméras de surveillance dans les établissements scolaires, outiller les surveillants généraux ou bien les former sur des stratégies pour leur permettre de gagner les enfants, c'est-à-dire de travailler avec eux comme des amis, même s'il faut les punir. Donc, il y a au niveau de la formation de l'enseignant, on ne doit pas se limiter à l'aspect pédagogique. Il faudrait qu'on pense dans les écoles normales à mettre des modules, même si c'est saisonnier tout simplement, qui permettent de donner aux enseignants les comportements qu'il faut adopter lorsqu'ils sont en face des enseignants, surtout des élèves, surtout dans notre contexte. Vous voyez, c'est un jeune enseignant qui a été assassiné, à peine 2 ou 3 mois d'expérience. Si il est vrai qu'on dit qu'il a voulu affronter l'élève, il n'aurait pas dû. Vous comprenez que s'il avait eu cette formation à l'école, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on acquiert par l'expérience, mais s'il avait eu cette formation, il se serait certainement retenu et n'aurait pas affronté l'élève. Donc, il faut pouvoir former les enseignants sur certains points pour qu'ils puissent savoir comment gérer ce genre de situation. Oui, c'est très important. Le gouvernement, par ailleurs, veillerait vraiment, j'insiste là-dessus, à revoir la situation et des élèves et des enseignants. Parce que, comme le pasteur le relevait tout à l'heure, on ne peut pas, dans une salle de classe, avoir 150 élèves et être tranquille. Déjà, l'atmosphère n'est pas bien. Sûrement, ça chauffe dans la classe et l'enseignant ne peut pas se mouvoir facilement dans la classe parce que les bancs tels qu'ils sont disposés ne permettent même pas qu'ils se déplacent pour voir si tous les élèves sont en train de suivre normalement le cours ou alors s'ils vaquent à autre chose. Donc l'effectif pléthorique que nous avons dans les établissements n'est pas bon. Je pense que la loi prévoit que les élèves soient autour de 60 dans une salle de classe. Mais si vous allez au lycée de Colbison ou dans tout autre lycée, vous verrez qu'ils sont plus de 100, 150 dans les établissements. Donc nous devons également revoir l'effectif dans les salles de classe, révérend. Le gouvernement veillerait à maintenir un effectif qui permette un bon encadrement des élèves. C'est compris. Alors, nous allons presque à la fin de cette émission, mais avant, révérend Paul Pondy, alors dites-nous, déjà, nous constatons que la situation est critique
ces violences en milieu scolaire. Nous avons également le cas en 2019, le 29 mars précisément, du côté de Deido, le lycée de Deido. Il y a un élève qui a poignardé à mort son camarade pour une affaire de téléphone. Alors, révérend, dites-nous quelles peuvent être les solutions de lutte, n'est-ce pas, les solutions qui permettront de reculer ce phénomène dans nos établissements scolaires? Déjà, premièrement, comme solution, c'est bon. Je voulais d'abord dire, avant de passer aux solutions, je voulais dire que il y a, je l'ai dit peut-être quelque part dans ma démarche, il y a ce qu'on appelle principe de paix. C'est-à-dire la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. C'est un politicien qui l'a dit. Mais Jésus, notre Père, lui dit que il disait tout le temps quand il retrouvait les gens, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. La paix soit avec vous. C'est comme ça que Jésus commençait quand il s'adressait aux hommes. Que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Il apportait toujours la paix. Donc la paix donc respecte à sa ligne éditoriale, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que dans la recherche de la paix, il ne faut pas être jaloux de son prochain. Très important. Il ne faut pas être jaloux de son frère. Je vais vous citer le cas d'Abel et Caïn maintenant. Caïn qui présente son offrande qui n'est pas agréée par Dieu. Abel qui présente ce que Dieu agrée, il prend celui de tuer son frère. Donc la jalousie déjà n'est pas un signe de paix. Et nous voyons dans nos quartiers, parce que ça dit que ça se répercute au niveau des établissements maintenant, mais c'est dans les quartiers que ça se passe. Il y a des haines, il y a des jalousies. Il ne faut pas provoquer son voisin. Il ne faut pas le provoquer. Mais vous voyez les voisins qui provoquent les autres, c'est pour amener quoi? Et quand ils font ça, ils disent c'est le président Biya. Certains. Le président a à y voir avec ton comportement nul que tu affiches au quotidien. Je ne pense pas, je ne crois même pas. Donc, il y a un certain nombre de règles. C'est le président Houphouët-Boigny qui disait, de regretter mémoire, qui disait que la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. C'est ça son discours. Et effectivement, il faut donc une démarche pour respecter la paix. Il faut respecter l'autre. Il faut respecter l'État, il faut respecter la nation, les lois édictées par une nation, la constitution d'un pays. Tu ne vas pas aller voler ce qui ne t'appartient pas. Vraiment, tu vas respecter l'éthique d'une société. C'est-à-dire, il y a l'éthique sociétale qu'il faut mettre en exergue dans ta démarche personnelle. Et ça, c'est individuel, que tout le monde doit fonctionner comme ça. Revenons maintenant aux solutions dans les établissements. Il faut renforcer la sécurité. C'est-à-dire qu'au sein des établissements, si la police ne peut pas se déployer partout, mais il faut un poste de police, 2 ou 3 éléments pour dissuader. Déjà, comme on fait dans les microfinances là et tout, ça va dissuader ceux qui portent les couteaux, que vraiment, donc, ils ont leur truc de gaz là pour les neutraliser facilement. Si la police n'est pas, ils prennent les sociétés de gardiennage avec le matériel adéquat pour faire face à ce type de situation rapidement. C'est-à-dire, il faut neutraliser des brebis galeuses de ce genre rapidement. Donc, il faut renforcer la sécurité. Ce n'est plus le jeu que tu viennes là, tu passes par la barrière. Comme ils font dans les lycées maintenant, ils sautent et tu rentres dans la salle de classe. Ce n'est pas possible. Renforcement de la sécurité, première indice. Très important. Très, très important. C'est-à-dire, c'est une notion, on ne discute même pas, elle est indiscutable. Il faut renforcer la sécurité totalement dans tous les établissements. Il faut veiller maintenant à ce que les enfants n'ont pas ces matériels, ces couteaux, et ces armes blanches dans leur sac. Et ça, c'est le travail de cette sécurité. Maintenant, il faudrait que l'enseignant lui-même reprenne sa place d'enseignant. Et il ne faudrait pas qu'il soit ami de son élève, qui prennent la bière ensemble, qui courent derrière les petites filles ensemble. Non, ce n'est pas ça le rôle de l'enseignant de toute façon. Parce que certains sont descendus à ce niveau et ça n'apporte que le résultat que nous pouvons dénoncer et puis regretter par rapport aux conséquences que cela fournit. Donc, effectivement, nous sommes dans une société qui est en crise. Mais la crise ne relève pas d'un homme, comme certains veulent faire souvent porter le chapeau. C'est tout le système qui est en crise. Nous-mêmes, vous voyez, au niveau des pasteurs aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs. Il y a beaucoup, moi je dis en télévision, il y a beaucoup, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu dis, ils travaillent avec des démons et ils parlent de Dieu. De quel Dieu on parle? Donc on a notre part. Revenez. J'ai dit l'autre jour, j'ai réuni les pasteurs en tant que coordonnateur missionnaire sans frontières d'un groupe qu'on appelle le SEMI. Il a
plein de sorciers dedans, et qui se présentent comme pasteur. Je leur dis, revenez, recommencez à l'asile. Voilà. Et pour sortir de là, ils m'ont aiguillonné. J'ai dit même à un des apôtres, qui m'ont aiguillonné. Moi, je leur donne le conseil de vie. Ça ne sert à rien de vivre sur la terre et de perdre son âme, de ne pas entrer dans la Jérusalem céleste, dans ce que Dieu a planifié pour le salut de l'homme, la conception de la vie, l'éternité avec Christ. C'est ça le plan génial de Dieu. Mais les hommes refusent ça. Ils veulent simplement le matériel, le tape à l'œil. J'ai la humeur, j'ai ceci. Oui. Non, sans avoir la substance qui en fait la force, le Saint-Esprit. Voilà. Et ils se présentent comme des pasteurs. De quel pasteur on parle? Vous interpellez les consciences. J'interpelle tout le monde, j'interpelle les consciences, j'interpelle les décideurs. Je voudrais que le gouvernement, le président Paul Biya, parce que moi j'ai été beaucoup, je redis ça en télévision, j'ai été beaucoup insulté, que je suis son maillon, je parle pour lui. Il y a même certains qui sont déjà ministres, qui m'ont indexé sur les plateaux de télévision. Il y en a qui le font même pour bien d'autres, révérend. Bon, je dis donc qu'il faudrait qu'il aide les vrais pasteurs pour que nous continuions à faire ce que nous savons bien faire. D'accord, on a compris, révérend, qu'il faut renforcer la sécurité, éviter la haine, éviter la jalousie. Ou la jalousie. Voilà. Merci, révérend. Alors à présent, on passe à vous, révérend Njomo. Quelles solutions, selon vous, pour reculer ce phénomène dans nos établissements scolaires? Oui, je vais aller dans le même sens que mon collègue qui a parlé du renforcement de la sécurité, pour dire qu'on pourrait même, en plus de cela, organiser des descentes inopinées dans les établissements scolaires pour faire des tests d'alcool ou des tests de drogue, ce qui va permettre de dissuader les élèves qui prennent ces stupéfiants à tout moment. L'État peut par ailleurs penser à créer des cases de recasement des élèves en difficulté qui consomment ces drogues pour un suivi sérieux en vue de les réintégrer dans le milieu scolaire normal. Je pense que, comme mon collègue l'a dit, l'enseignant aussi devait prendre un peu de la hauteur. Parce que si le rapport de l'élève à l'enseignant est le même que celui de l'enseignant à l'enseignant comme collègue, il y a problème. Au niveau du comportement, l'enseignant doit faire montre de plus de sérieux et au niveau de l'élève doit prendre conscience de ce qu'il va à l'école pour se former en vue de devenir un homme ou une femme digne de ce nom demain et ne pas céder au comportement déviant qui se présente là-dehors. Et pour finir, peut-être, je veux qu'on comprenne que tout se trouve dans la parole de Dieu, qui dit clairement dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Pour les enfants, donc, qui se comportent déjà bien dans la cellule familiale, il faudrait qu'ils puissent garder la parole de Dieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils se laissent toucher par l'Esprit de Dieu en vue d'être transformés par Dieu et d'être des hommes dignes de ce nom dans la société. Voilà qui est bien dit. Merci, révérend. Et puis, nous arrivons donc au terme de cette émission Quête de paix. Merci à vous, révérend Pondi, d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci pour vos éclairages également. Et merci également à vous, révérend Njomo, pour tous les éléments que vous nous avez apportés sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Quant à nous, on vous souhaite prudence, réserve et paix, car la paix nourrit et la guerre détruit. Voilà. Alors, restez en compagnie des programmes de Humanitarian TV à l'édition prochaine.